Messieurs, dames, bonjour tout d'abord et merci d'être avec nous pour cette rencontre. Juste pour vous dire que le président Jack Lang souhaite dire un mot avant de passer la parole à nos invités. Alors je vous demande d'être patient, 2 à 3 minutes, il arrive. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'être là, merci de participer à ces rencontres. Ce matin déjà, nous avons, avec d'autres personnalités, confronté les idées, les informations, les observations. Et je dirais d'un mot, nous sommes heureux. Nous sommes heureux et nous sommes fiers que le Maroc soit ici présent sous toutes ses facettes, sous toutes ses couleurs, sous toutes ses lumières. Alors, je ne veux pas me transformer tout à coup en agence de publicité, mais bon, la vérité est là, une vérité qui doit être utilisée pour propager un peu partout à travers le Moyen-Orient, le monde arabe, l'Europe, le monde, que le Maroc, pour les raisons multiples dont vous allez discuter à l'instant, en particulier avec d'éminents historiens, pour les raisons multiples, est à sa manière une sorte de miracle intellectuel et culturel. Ce syncrétisme, cette confluence, cet entremêlement des héritages, des cultures, forgés par l'histoire. Et ce matin, c'était déjà passionnant d'entendre toute une série de témoignages, et en particulier sur la relation entre, j'allais dire, les trois cultures. Il y a plus que trois cultures, mais la culture juive, la culture berbère, la culture arabe, naturellement la culture musulmane, soit la culture africaine. Et, pardon si je radote ou si je me répète, mais j'aurais envie que nous soyons encore plus entendus en France même et en Europe et peut-être au Maroc. Donc tout le monde n'est pas à ce point conscient que la constitution marocaine, dans sa dernière version, dans son état actuel, est une constitution unique, je crois, au monde, en ce qu'elle revendique et reconnaît cette diversité. Dans une époque où on excommunie l'un, on excommunie l'autre, on s'affronte parfois par les armes, le Maroc offre, je ne dis même pas une alternative, l'alternative. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre voie que ce respect mutuel, que cette tolérance. Et j'ajouterai en plus, je ne le crois pas seulement depuis quelques mois ou quelques années, que c'est une extraordinaire richesse pour un peuple, pour un pays, d'être nourri par tous ces affluents, comme le dit le texte de la Constitution. C'est une fécondation intense. Et je crois qu'on ne peut comprendre la vitalité artistique et intellectuelle du Maroc contemporain que si on prend conscience que cette vitalité a été fécondée par l'histoire et aussi par le présent. Voilà. Bon, j'arrête là parce que je commence à faire un discours, ce n'est pas bien. Simplement, je voudrais faire passer ce message de reconnaissance, de gratitude à l'égard de tous les amis marocains, de tous les mécènes, les artistes, les créateurs, les intellectuels, sans lesquels nous n'aurions évidemment pas pu concevoir l'événement. Et puis, l'une des plus belles récompenses de notre effort commun, de notre effort collectif, c'est, je le crois, d'être porté par une bonne partie du peuple marocain et par le succès, vous l'entreverrez peut-être tout à l'heure en vous promenant ici ou là, par le succès de l'exposition dédiée à l'art contemporain marocain. Ce n'était pas gagné d'avance.
L'art contemporain, ici, n'a pas souvent été présent. Il y a certes des artistes connus, mais d'autres sont des artistes inconnus. C'est-à-dire une des vertus de l'exposition que de révéler d'autres talents, d'autres créateurs. Et pour moi, en tout cas, mais je crois pour toute l'équipe, rien n'est plus émouvant chaque jour d'entendre les visiteurs sortant de l'exposition nous dire leur bonheur, leur bonheur, je dirais. Et cette joie d'avoir découvert ou redécouvert une culture aussi riche, aussi variée, aussi forte et aussi puissante. Voilà. Donc merci à vous d'avoir accompli ce voyage et d'être cet après-midi parmi nous. L'après-midi se poursuivra par un concert, puis un film, et puis d'autres événements auront lieu au cours des prochaines semaines. Merci à vous tous. Merci, Monsieur le Président Jacques Lang. C'est à mon tour, en réalité, de vous remercier. Au nom du Centre communautaire de Paris, l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, je tiens donc à remercier les organisateurs de cette journée dédiée à la dimension juive du Maroc, de nous avoir associés également à cette organisation. Né à Casablanca, attaché au Maroc et à la culture juive, je tiens à saluer l'idée même de consacrer une journée à cette composante du royaume chérifien qu'est le judaïsme marocain. Ainsi, la programmation du Maroc contemporain à l'Institut du monde arabe s'inscrit dans le droit fil de la Constitution de 2011 qui, dans son préambule, mentionne, et je crois qu'on ne radote pas quand on répète ces mots, « État musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver dans sa plénitude et sa diversité son identité nationale une et indivisible, son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques, amazigh et saharo-hassani, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. Je dois également vous dire que j'ai été particulièrement touché de retrouver cette mention à l'entrée de l'Institut du monde arabe, écrite non seulement en français, en arabe, mais également en amazigh et en hébreu. Alors, l'histoire, pour introduire ce débat, l'histoire des Juifs du Maroc ne fait pas l'unanimité tant dans la conscience de la communauté juive marocaine que dans la relation qu'en font les historiens. Les tenants de la thèse d'une grande suite de persécutions feront valoir les épisodes les plus difficiles de cette histoire. Les Almohades au XIIe siècle, le statut de dhimmi protégé s'appliquant au peuple du livre, juifs, chrétiens, zoroastriens, qui consistait à être un citoyen de seconde zone. Ils invoqueront en faveur de leur thèse le pogrom de Fès, connu sous le nom de Tritel de 1912, resté très présent dans la conscience des originaires de cette ville. Les tenants de la thèse d'un Maroc, terre d'accueil des Juifs fuyant la Reconquista, le pays qui vit prospérer les riches heures des savants marocains, à commencer par Maïmonide, évoqueront quant à eux cette relation passionnée entre les originaires juifs du royaume et leur pays, leur région, leur ville. C'est tellement vrai que nous sommes jusqu'à ce jour restés de Casa, de Fès, de Meknès, de Marrakech, de Tétouan. Les deux intervenants, le professeur Mohamed Kenbib et Ariel Danan, nous décriront sans doute une réalité plus nuancée, plutôt une palette de couleurs très riche, à la manière des étals d'épices des souks de nos villes. Pour évoquer les lectures plurielles de cette histoire du judaïsme marocain, je tiens tout d'abord à excuser Michel Abinbol, qui n'a pu être des nôtres aujourd'hui, et je souhaiterais vous présenter deux historiens experts de ces questions. Mohamed Kenbib est professeur d'histoire contemporaine.
docteur d'État à l'Université Paris-Sorbonne. Ses principales recherches et ses publications portent sur les relations judéo-musulmanes au Maroc et sur le temps présent. Il a été professeur visiteur à Paris 1 et à l'École des hautes études à Paris, senior associate professeur à Oxford. Il a également enseigné aux États-Unis et a donné des conférences, notamment à Princeton, Harvard et Berkeley. Ariel Danan est directeur adjoint de la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle et responsable de la médiathèque Alliance Baron Edmond Rothschild, où il a développé des programmes culturels, notamment consacrés à juifs et musulmans en terre d'islam. Docteur en histoire à la Sorbonne, il vient de publier un livre tiré de sa thèse « Les Juifs de France et l'État d'Israël, 1948-1982 » chez Honoré Champion. Il est secrétaire général de la Commission française des archives juives et vice-président de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie et d'Afrique du Nord. Ses recherches portent principalement sur l'histoire des Juifs de France à l'époque contemporaine, l'Alliance israélite universelle, l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord au XIXe et XXe siècle, et actuellement plus particulièrement sur les Juifs du Maroc de 1912 à 1945. Après les interventions de nos deux experts, de nos deux historiens, une place sera réservée au débat. Et vous serez donc invités à poser quelques questions. Je cède tout de suite la parole à Mohamed Kenbib. Ça marche. Bonjour. Je voudrais d'abord remercier le président Jacques Lang qui m'a entretenu de l'éventualité. Donc, je vous disais bonjour, mesdames, messieurs. Je voudrais en premier lieu remercier le président Jacques Lang qui m'a entretenu de l'éventualité de la tenue de pareil panel en mai dernier à Rabat. Je remercie également l'équipe de Lima qui a veillé à l'organisation de toutes ces manifestations centrées sur le Maroc, et en particulier M. Mtalsi, M. Qbal et Timla. Donc, le propos sera centré sur la lecture de l'histoire du judaïsme marocain, mais naturellement, quand on dit lecture, on dit au préalable écriture. Donc, j'essaierai très rapidement, dans le temps qui m'est imparti, d'évoquer ces deux aspects, donc écriture et lecture de l'histoire du judaïsme, ou des juifs, je préfère, des juifs marocains. Et comme il s'agit d'histoire, il me semble qu'il faudrait peut-être commencer par une sorte de note de cadrage. Qu'est-ce qu'on entend par histoire? Et quand on dit histoire, il y a en filigrane le présent et les interférences du présent, bien évidemment. Et toute une série d'enjeux qui représentent l'une des principales difficultés auxquelles les historiens sont confrontés, notamment lorsqu'ils traitent de sujets de ce genre. Il serait bien évidemment hasardeux de définir l'histoire en quelques mots. Et si l'on suit Ibn Khaldoun, donc XIVe siècle, l'histoire est à la fois une science et un art. Lui-même retient les deux. Pour lui, c'est à la fois une science et un art. Et en tout cas, il a été un précurseur en la matière. C'est lui qui a établi les critères fondamentaux de cette discipline. Il s'est attaché à en dégager très tôt les lois et il lui a fait magistralement dépasser le stade de la chronique et du récit événementiel à l'analyse réellement historique telle qu'on l'entend aujourd'hui. Et à propos précisément de recherche de la vérité, puisque in fine c'est de ça qu'il s'agit, la recherche de la vérité, il dit ceci: il faut combattre le démon du mensonge avec la lumière de la raison. Et il ajoute que c'est à la critique de trier le bon grain de l'ivraie. Fin de citation. Un penseur juif d'Europe orientale, Nathalie Wiesel, abonde dans le même sens. Il écrit de son côté en 1780 à propos de l'histoire que, je le cite, « Ce savoir anoblit le cœur de l'homme
elle élève au-dessus des pensées de la masse des sots qui rêvent éveillés. Fin de citation. Donc on doit se sentir intelligent quand on s'intéresse à l'histoire. Et pour que les choses soient encore plus claires, je citerai 3 historiens contemporains français. Le premier, c'est Fernand Braudel, qui dit ceci: « Le vrai but de l'histoire, ce n'est peut-être pas le passé, mais la connaissance des hommes. L'histoire étant prise sur la vie même, elle doit être à la limite la vie en tant que telle. » Fin de citation. De Lucien Febvre, on retiendra une fameuse sentence: « Non, l'historien n'est pas un juge, pas même un juge d'instruction. L'histoire, ce n'est pas juger, c'est comprendre et faire comprendre. » Jean-Pierre Rioux, l'un des principaux animateurs de la revue XXe siècle, puisqu'on parle de présent, affirme pour sa part, je le cite, « L'histoire est compréhension et non connivence, intelligence et non révérence, science qui éclaire la conscience de soi, des autres et du monde, machine à produire de l'intelligence plus que des certitudes. » Fin de citation. Alors on peut se poser la question, où en est la discipline au jour d'aujourd'hui, si je puis dire. Il me semble qu'elle commence à se remettre des effets des doutes dont elle a été l'objet au cours de ces 2 ou 3 dernières décennies, au point que quelqu'un n'a pas hésité, voilà quelque temps, il s'agit de François Doss de l'École des hautes études en sciences sociales, à parler de l'histoire en miettes. Un tel constat a suscité de très fermes, vives réactions. Se situant dans la droite ligne de Mark Bloch et de l'apologie de l'histoire, l'historien marxiste britannique Eric Hobsbawm a ainsi lancé, quelques années avant sa mort, un vibrant appel à la reconstitution d'un front de la raison, ce qu'il appelle un front de la raison, et un cri de ralliement aux armes historiens, repris par les grands journaux européens, notamment Le Monde diplomatique, etc. Cette exhortation martiale reste d'actualité. S'y ajoute un autre appel tout aussi significatif. C'est ici en France que lors du transfert des archives nationales à Pierrefitte a été répété cet appel aux archives citoyens. Ariel Danan, ici présent, ayant en charge les archives de l'Alliance israélite universelle, y compris un riche fonds photographique, c'est ce que archive veut dire pour la recherche scientifique et les peu brouillards auxquels on serait réduit sans ce matériau. N'oublions pas non plus le contexte de la mondialisation qui est le nôtre aujourd'hui. Il y a longtemps déjà, Lucien Febvre avait attiré l'attention sur, je le cite, « la lutte titanesque que se livrent les pouvoirs homogénéisants et les capacités différentielles ». Claude Lévi-Strauss avait pour sa part évoqué les fleurs fragiles de la différence. Au Maroc, il me semble, s'agissant des Juifs, que ces fleurs appartiennent à la variété Robusta. Alors, qu'en est-il de la lecture et de l'écriture de l'histoire des Juifs du Maroc, précisément, lesquels représentaient la première communauté juive du monde arabe, la première communauté du monde musulman étant la communauté iranienne. Là aussi, quelques prérequis, en quelque sorte, pour qu'écriture, là aussi on peut se poser la question, quels sont les prérequis pour qu'écriture et lecture se rejoignent d'une certaine manière en termes d'intelligibilité du passé des Juifs du Maroc. Ce serait une banalité que de dire qu'en amont de l'une et de l'autre préside d'abord la volonté de comprendre les événements et les faits qui constituent la trame de fond de cette histoire et les hauts-bas qui l'ont ponctuée. Et comme c'est une histoire plus que bimillénaire, puisque les premiers groupements juifs qualifiés ultérieurement de Toshavim autochtones, les gens du pays, se sont établis dans le pays aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ, on comprend aisément que ces fluctuations soient aussi nombreuses que protéiformes ou multiformes. Le deuxième prérequis a trait à la manière dont il convient d'appréhender ces fluctuations, ces vicissitudes de l'histoire.
C'est une démarche globale qui s'impose en l'occurrence, en ce sens que l'évolution des communautés juives, qu'il s'agisse des Toshavim ou des Merorachim, réfugiés au Maroc après leur expulsion d'Espagne par les rois catholiques, après la chute du dernier royaume musulman d'Espagne, Grenade, en 1492. Donc, cette évolution ne saurait être dissociée de l'évolution générale de tout le pays. Et ce, quelles que soient les époques et quels que soient les pans de l'histoire politique, socio-économique ou culturelle auxquels on voudrait s'intéresser. Alors, quelques exemples pourraient être cités et servir précisément de clé de lecture, en quelque sorte, de ce passé. Ils témoignent, à mon sens, de la nature des relations qui existaient entre juifs et musulmans, les premiers étant, d'un point de vue canonique, les dhimmi des seconds. Et dhimmi, ou protection, étymologiquement, ça ne signifie rien d'autre que protection. Mais il convient de relever tout de suite, à propos de la dhimma précisément, qu'un énorme et fluctuant décalage a de tout temps existé entre, d'une part, les dispositions scripturaires, ce que dit le Coran, les hadiths, et les exégèses des ulémas rigoristes, et d'autre part, les réalités de la coexistence intercommunautaire au quotidien. Donc il y a les textes, et ce qu'on en fait au jour le jour. L'une des clés de lecture réside, c'est là un exemple, dans un certain nombre de rituels. Prenons le cas de l'économie, essentiellement fondée sur l'agriculture et périodiquement confrontée à la calamité que représentait la succession de cycles dévastateurs de sécheresse. Face à cette situation, faible pluviométrie ou bien sécheresse, avec la perspective d'épidémies, de troubles et d'extension du brigandage, musulmans et juifs s'en remettaient à Dieu et n'avaient de choix autre que de prier avec ferveur et d'organiser des processions rogatoires. Ces rituels restent valables jusqu'à aujourd'hui. La communauté juive est réduite à quelques 4000 âmes, au lieu des 250 000 qu'il y avait au tout début des années 50, mais en période de faible pluviométrie, maintenant aussi, ou de sécheresse, elle se solidarise et invoque elle aussi, par les prières dans les synagogues et sur les tombes de rabbins vénérés, la miséricorde divine. Autre permanence tout aussi significative et à laquelle continuent de s'associer des juifs marocains ou d'origine marocaine établis aux quatre coins de la planète, le culte des saints, célébré notamment lors des Hililot, version juive de ce qu'on appelle les Moussem, musulmans. Dans le temps, il existait d'ailleurs des saints et des saintes communs, vénérés par les uns et les autres, aux grandes dames des ulémas et des rabbins soucieux d'orthodoxie. Mais la quête de la baraka est restée la plus forte, par le recours justement à ces saints et à ces saintes. Toujours sur le même registre, l'on pourrait évoquer aussi le rôle des Juifs au service des chefs de confréries musulmanes. Ces confréries ont été pendant longtemps le symbole du djihad, de la guerre sainte, contre les envahisseurs, notamment espagnols et portugais. On peut citer un certain nombre de zawiyas qui avaient des Juifs à leur service et qui ont œuvré pour que des mellahs soient établis dans l'espace qu'ils contrôlaient. C'est le cas de la Zawiya d'Ouazan au nord, c'est le cas de la Zawiya de Tamsloh dans la région de Marrakech et de la Zawiya d'Ilir dans le Souss. Cette dernière confrérie a capté, avec le concours de Juifs, une partie substantielle du commerce transsaharien, quasiment jusqu'à la fin du XIXe siècle, en tout cas avant la prise de Tombouctou par les Français. Et mon ami Michel Abitbol aurait pu parler de manière plus précise que moi de cet aspect de l'histoire, puisqu'il a consacré un livre aux Juifs des marges sahariennes. Concernant le commerce maritime, secteur d'activité que le sultan essayait de monopoliser pour diversifier les revenus du trésor et éviter les révoltes que provoquait l'intensification de la pression fiscale aux dépens de la masse des fellahs, les Juifs jouaient également un rôle de premier plan, et ce, en leur qualité de tujjar sultan, les négociants du roi, un roi avec, naturellement, comme on l'écrivait à l'époque, R-O-Y. Ils étaient avantagés par rapport à leurs homologues musulmans par les contacts qu'ils entretenaient avec leurs corrélégionnaires européens ou des Marocains
ou des juifs marocains ou d'origine marocaine établis à Gibraltar, Marseille, Amsterdam, Londres et ailleurs en Europe. Ces éléments représentaient une catégorie à part et une sorte d'oligarchie, ce que les visiteurs européens de l'époque appelaient les juifs de la première classe. À Essaouira, Mogador, par exemple, après la construction au début du XIXe siècle d'un mellah dans cette cité portuaire, ces éléments se sont distingués de la masse de leurs coreligionnaires en ne s'établissant pas dans ce nouveau quartier, le mellah. Ils continuèrent à résider dans la Kasbah, aux côtés du gouverneur et de notables musulmans. Et c'est en termes peu amènes qu'ils sont décrits par l'un de leurs coreligionnaires, un juif de Padoue nommé Samuel Romanelli, venu chercher fortune au Maroc, ayant passé quelque temps à Tanger et Essaouira en 1789 et 90. Les rapports des consuls et des ambassadeurs européens en poste au Maroc n'étaient pas non plus élogieux à l'égard de ces éléments. Égoïsme, arrogance et quête effrénée de la richesse étaient les épithètes les plus fréquemment employés à leur endroit. Même l'Anglo-Jewish Association se montrait critique vis-à-vis de leur comportement envers leurs propres coreligionnaires. On reviendra sur le pourquoi, si vous voulez, par la suite. Tous les rapports insistent cependant sur leur dynamisme, leur fortune et leur influence à la cour, au palais du sultan. Sous le règne de Moulay Ismaïl, contemporain de Louis XIV, le consul de Hollande à Salé a ainsi comparé l'un d'entre eux à Colbert. Le personnage en question s'appelle Abraham Maïmouran de Meknes. J'ai cru comprendre qu'il y avait des Meknessis dans la salle. C'était l'un des principaux argentiers du roi avec un certain Toledano. Et c'était un homme qui était craint par les Européens et notamment par les missionnaires qui venaient racheter les captifs chrétiens à Meknes notamment. À propos de commerce maritime, toujours à propos de commerce maritime, il conviendrait peut-être de rappeler l'essor qu'a connu une autre activité à laquelle des Juifs ont été associés. Il s'agit d'une activité qui a fait la réputation, vous allez le deviner aisément, de Salé, Rabat et Tétouan. Au XVIIe, XVIIIe siècle, il s'agit de la course. Mais dans la terminologie marocaine, il ne s'agissait ni de piraterie ni de course, mais de guerre sainte en mer, le djihad al-Bahri. Les vaisseaux de course étaient souvent armés par des morisques, expulsés d'Espagne en 1609 et réfugiés au Maroc, lesquels prenaient ainsi leur revanche sur leurs persécuteurs et s'assuraient de beaux profits, de beaux revenus en s'attaquant aux galions de retour d'Amérique chargés d'or ou transportant d'autres marchandises, cette fois-ci à destination d'Amérique. Une partie des prises était écoulée avec le concours de Juifs à Livourne, à la faveur des franchises accordées par le duc de Toscane aux marchands étrangers. D'ailleurs, c'est via Livourne que transitaient un certain nombre de Juifs marocains qui choisissaient de s'établir en Europe. Le cas le plus fameux est celui d'une famille d'Essaouira, dont était originaire l'une des grandes figures juives de Grande-Bretagne et grand philanthrope, ayant d'ailleurs pesé sur l'évolution des communautés juives du Maroc au XIXe siècle. Il s'agit de Moses Montefiore. Et une collègue de Cambridge, d'Oxford, lui a consacré un très bel ouvrage, solidement documenté, dont le titre est Moses Montefiore, Imperial Hero and Jewish Liberator. Le personnage a soutenu dès 1860-61 le projet de mise en place d'écoles dispensant un enseignement moderne en milieu juif. Je parle de Montefiore. Le réseau que l'Alliance israélite universelle a créé à partir de 1862 en a été le symbole et l'instrument le plus efficient. Quelques-unes de ces écoles perdurent d'ailleurs à Casablanca aujourd'hui sous l'appellation Ittihad al-Maghrib. D'ailleurs, ce matin, sur France 2, il y a eu un documentaire sur l'œuvre de l'Alliance israélite, aussi bien au Maroc qu'ailleurs. C'est le cas, donc, dans le cas du Maroc, pour aujourd'hui, du lycée, de l'école et du lycée Maïmonide, qui accueille d'ailleurs une proportion substantielle d'élèves musulmans. Autre exemple que l'on peut citer, c'est celui des convergences qui existent au niveau de la musique. Tel est notamment le cas de la musique andalouse, legs commun des juifs et des musulmans chassés d'Espagne pour les uns, ayant quitté la péninsule ibérique pour ne pas avoir à vivre sous la loi des infidèles pour les autres. Je mets infidèles entre guillemets, bien entendu.
je devrais utiliser le verbe exister aussi bien à l'imparfait qu'au présent. Nous en aurons une illustration live tout à l'heure à l'auditorium de Lima. J'ai aussi en tête le duo que forme depuis plusieurs années déjà un rabbin d'origine marocaine établi à Los Angeles, Haïm Louk, et son alter ego musulman originaire de Safi. Je crois qu'il y a aussi des gens de Safi dans la salle, qui s'appelle Bojdoub. On pourrait également citer à cet effet la vogue de ce genre de musique en Israël, à l'instigation de ce qu'on appelait là-bas les Marocaïm, qui ont initié les Ashkenazim. Parmi ces instigateurs figure un maître du genre, originaire de Taroudan, qui s'appelle, je crois, Avi Hamzalag. Il enseigne cette musique en Israël et aux États-Unis. J'ai rencontré ce personnage en 2007 à Washington, en marge d'un colloque organisé par l'Université du Maryland. C'est quelqu'un d'âgé, mais il a une mémoire absolument phénoménale, parle couramment l'arabe, marocain, classique, et récite en le psalmodiant des versets du Coran, y compris les versets les plus longs. Au nombre des prérequis que j'évoquais il y a un moment, il y en a un qui s'impose de lui-même. Pour faire court, je dirais que la focalisation sur les communautés juives du Maroc ne saurait se dispenser non seulement de la prise en compte de l'évolution générale du Maroc, mais aussi du contexte régional et de ce qui se passe sur la scène internationale, et ce, à toutes les époques. La présence même des Juifs au Maroc est étroitement liée à ce qui s'est passé dans l'Antiquité, en Asie mineure et au Moyen-Orient. Elle est aussi liée aux persécutions wisigothiques dans la péninsule ibérique, à la situation qui a incité les Juifs de cette même péninsule à se réfugier au Maroc dans les années 1390, donc bien avant 1492, et aux vagues qui les ont suivis après 1492. S'y sont ajoutés de petits groupes, cette fois-ci de Maranes, espagnols et portugais, un groupe auquel appartient un célèbre philosophe dont la famille s'est établie aux Pays-Bas, Spinoza, et peut-être aussi des aïeux de Montaigne. Donc, ces Maranes se sont établis essentiellement à Fès. Dans la confrontation du Maroc avec les Espagnols et les Portugais, il y a un événement majeur qu'il convient de signaler. Il s'agit de la victoire remportée par les Marocains sur les Portugais à Ouad el-Makhazin, dite aussi bataille des Trois Rois, en août 1578, et qui a brisé les desseins du roi Don Sébastien, lequel voulait poursuivre la reconstruction au sud du détroit de Gibraltar et convertir par la force aussi bien les musulmans que les juifs. Les juifs tangérois ont été les premiers à instituer un Purim, dit de los Cristianos, pour commémorer cette victoire, perçue par leur communauté comme un miracle, c'est le sens même des Purim, car le dit Sébastien se promettait de faire passer par le fil de l'épée tous ceux qui refuseraient de se laisser baptiser. Donc, dès 1578, il y a commémoration dans les synagogues du nord du pays. Les musulmans n'ont commencé à commémorer cette bataille qu'au milieu du XXe siècle, à l'instigation d'un chef nationaliste, Allal el-Fassi. Autre facteur ayant pesé fortement sur l'évolution des communautés juives du Maroc à l'époque contemporaine cette fois-ci, l'expansion coloniale et les âpres rivalités dont le Maroc a été l'enjeu et ayant failli provoquer le déclenchement d'une guerre mondiale en 1905, après la visite de l'empereur Guillaume II à Tanger, et en 1911, à la suite de l'envoi par l'Allemagne d'un croiseur de guerre, le Panther, à Agadir, en guise de protestation contre l'intervention des troupes françaises à Fès en violation des dispositions de la Convention internationale d'Algésiras qui garantissait d'une certaine manière l'indépendance du sultan. Après 1912, mais je reviendrai dans la discussion sur ce que vous avez dit à propos du Tritil, donc, après 1912, tout aussi déterminantes dans cette évolution ont été les profondes mutations que le pays a connues sous le régime du protectorat, les répercussions de la Deuxième Guerre mondiale, principalement le génocide perpétré par les nazis, et la situation ayant prévalu au Moyen-Orient après 1948 et la création de l'État d'Israël. Il serait sans doute inutile d'ajouter que le conflit israélo-palestinien continue de perturber ou d'hypothéquer l'écriture et la lecture de l'histoire des Juifs du Maroc. Est-ce que la démocratisation du pays dont Jacques Lang vient de parler, les dispositions du préambule de la Constitution de 2012
L'attention accordée à la composante juive de l'histoire, de la culture et du patrimoine du pays par les plus hautes autorités de l'État et les pouvoirs publics, est-ce que cela va contrebalancer quelque peu cette hypothèque? Il est trop tôt pour répondre à une telle interrogation. Les lectures sont évidemment multiples et dépendent de tout un faisceau de considérations d'une extrême complexité. Les médias jouent à cet égard un rôle de première importance. On reviendra, si vous le souhaitez, sur ce que publient les journaux marocains et les périodiques sur le thème qui nous intéresse. J'en profite pour saluer la présence parmi nous d'une grande journaliste, c'est Farida Mouha, qui a beaucoup œuvré pour mieux faire connaître le judaïsme marocain sur les pages du premier quotidien francophone, notamment sur les pages du premier quotidien francophone du Maroc, le Matin, pour ne pas le nommer. Je voudrais indiquer aussi que j'ai été agréablement surpris de lire dernièrement un article publié dans un hebdomadaire de parution récente en arabe intitulé « Shalom Yehoud el-Maghrib » « Shalom, Juifs du Maroc ». Une journaliste y explique tranquillement et en termes très simples divers aspects et rituels des Juifs du Maroc, tels que les prières, le minyan, ou le quorum requis pour les prières, la mitzvah, les fêtes, notamment Rosh Hashanah et surtout la Mimouna. Vous comprenez aisément pourquoi. Quant à l'écriture de l'histoire des Juifs du Maroc dans le cadre universitaire, on pourrait prendre quelques minutes pour en parler tout à l'heure, après l'intervention de mon ami Ariel Danon. Je tiens toutefois à mentionner, juste pour mémoire, un grand projet actuellement en cours de finalisation et portant sur la biographie politique dans le Maroc indépendant. Et c'est un programme, c'est un projet qui est réalisé en partenariat avec le Conseil national des droits de l'homme et avec l'appui de l'Union européenne. Des personnages de l'envergure d'Abraham Serfati, Simon Lévy, André Azoulay y figurent en bonne place. La dimension juive de l'histoire, de la culture et du patrimoine du Maroc figure aussi dans 3 projets qui sont en cours de réalisation. Ce sont 3 musées régionaux dans le nord, dans le Rif donc, dans les Oasis et au Sahara. Et cette dimension aura sa place, bien entendu, toute sa place dans la maison de l'histoire du Maroc qui sera édifiée à Casablanca. Merci de votre attention. Bien, je passe sans plus attendre la parole à Ariel Danon pour sa lecture. Merci beaucoup, Monsieur Ibgui, et évidemment merci infiniment aux organisateurs, l'Institut du monde arabe et en partenariat avec le Centre communautaire de Paris, d'avoir organisé cette magnifique journée. Et je sais, comme vous tous, qu'il y aura beaucoup d'autres événements consacrés au Maroc et aux Juifs du Maroc ici à Paris ces prochains temps. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais avant tout vous expliquer mon parcours pour que vous sachiez, ce qui n'était pas évident a priori, pourquoi je m'intéresse désormais à l'histoire des Juifs du Maroc. Effectivement, identitairement, j'ai le sentiment profond d'être un Juif marocain, et d'ailleurs c'est une question qui devrait être analysée par les historiens, mais peut-être aussi par des psychologues, étant donné que je n'ai jamais vécu au Maroc, mais qu'évidemment mon père est d'origine marocaine, plus particulièrement Fassi, et cela ne vous étonnera pas, je me sens donc évidemment Fassi, sans avoir jamais vécu à Fès. Professionnellement, pendant très longtemps, il n'a jamais été question que je m'intéresse à l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord. Historien de formation, j'ai certes travaillé sur l'histoire des Juifs, mais sur celle des Juifs de France au XXe siècle. Néanmoins, petit à petit, travaillant à la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, j'ai vite été plongé dans l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord en classant des archives, les rapports qu'envoyaient les instituteurs à Paris depuis Fès, Marrakech ou Tunis. Cela a été mon premier contact avec l'histoire de mes ancêtres, mais d'ailleurs, j'ai commencé par travailler sur l'histoire des Juifs de Tunisie, avant de me plonger désormais dans celle des Juifs du Maroc pour mon plus grand bonheur. Alors, je n'en ai pas discuté avec le professeur Ken Bib, mais quand on parle d'écriture et de lecture de l'histoire des Juifs du Maroc, je suis sûr que quel que soit le sujet, il donne le même conseil à ses étudiants, qui est de lire tout simplement ce qu'ont fait nos prédécesseurs, les historiens fort nombreux qui ont travaillé sur le sujet.
Alors j'ai fait comme ce qu'il conseille sûrement à ses étudiants, j'ai lu beaucoup d'historiens et à mon sens il y a quelques grandes lignes historiographiques intéressantes qui se dégagent et j'aimerais en partager quelques-unes avec vous. Tout d'abord, en tout cas de ce qui ressort de mes lectures uniquement en français et en hébreu, le fait que beaucoup d'historiens se sont intéressés à la totalité du Maghreb plutôt qu'à un pays particulier. Je pense bien sûr à André Chouraki, qui avec son histoire des Juifs d'Afrique du Nord remonte jusqu'au VIe siècle avant l'ère chrétienne pour évoquer la présence juive à Carthage. Traducteur des textes sacrés du judaïsme et de l'islam, particulièrement investi dans la relation interreligieuse, il est aussi l'auteur d'une histoire de l'Alliance israélite universelle en 1960, et c'est pour cela que je l'ai lu pour la première fois. Plus près de nous, le regretté Jacques Taïeb, spécialiste avant tout du judaïsme tunisien dont il était issu, insistait sur la nécessité d'étudier l'histoire des Juifs dans l'ensemble du Maghreb, incluant ainsi la Libye, et montrant que les frontières politiques contemporaines ne sont pas toujours valables pour ce qui concerne l'étude des communautés juives. Il insistait particulièrement sur l'exemple d'Oujda et de Tlemcen, dont l'histoire se rapproche curieusement, bien que l'une soit au Maroc et l'autre en Algérie. Autre constante qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait que, contrairement à d'autres aires géographiques, la vie culturelle et intellectuelle des Juifs du Maroc a été tout particulièrement étudiée il y a déjà plusieurs décennies. À cet égard, les travaux de Chaim Zafrani sur les intellectuels, les rabbins, les poètes et sur l'ensemble de leur production littéraire ont été extrêmement pionniers. Il en a été de même pour la vie économique. Les aspects politiques ne sont certes évidemment pas absents de la recherche historiographique, de même que surtout les relations entre juifs et musulmans, grâce notamment tout particulièrement au professeur Ken Bib. J'aimerais enfin évoquer rapidement l'œuvre de celui que je remplace aujourd'hui, le professeur Michel Abitbol, spécialiste d'histoire économique lui aussi, ayant étudié les élites juives commerçantes au Maroc, le professeur Ken Bib le rappelait tout à l'heure, mais aussi auteur de remarquables synthèses sur les Juifs du Maroc, mais également sur le Maroc tout court, puisqu'il a publié en 2009 une histoire du Maroc aux éditions Perrin. Il est le premier, au milieu des années 80, à avoir publié un livre sur la condition des Juifs d'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale, sujet de recherche particulièrement prisé désormais à la fois en France, au Maroc et en Israël, mais dont il a établi les premiers jalons. L'écriture de l'histoire, c'est aussi établir quelques grands tournants, quelques grandes dates qui ont façonné cette histoire, comme le rappelait le professeur Ken Bib. Alors, spécialiste d'histoire contemporaine, vous me permettrez d'en évoquer uniquement deux parmi les plus récentes. Au XIXe siècle, l'apparition de l'influence européenne, plus particulièrement française, puis l'établissement du protectorat français en 1912 changèrent profondément la situation des Juifs du Maroc. Avant cette arrivée européenne, au cours du XIXe siècle, ainsi que l'écrit Michel Abitbol, les Juifs sont installés avant tout en zone urbaine, mais dispersés dans toutes les régions du pays, à la fois en milieu arabe et berbère, dans les capitales impériales, aussi bien que dans les centres urbains de moindre importance, au nord et au sud de l'Atlas, comme à l'entrée du désert. Attirés par les courants d'échange, ils se rapprochent également des ports atlantiques, constituant environ 20% des populations des villes de Essaouira, Safi, Casablanca, Rabat ou Tanger. S'il s'agissait souvent d'une population extrêmement pauvre, une importante minorité bénéficia de la pénétration européenne et ce fut une époque de promotion sociale, économique et culturelle absolument exceptionnelle. Le judaïsme marocain bénéficia également de l'action de plusieurs organisations juives européennes, au premier rang desquelles l'Alliance israélite universelle, mais on pourrait également citer l'ORT ou l'OSE. Créée en 1860 par de jeunes Israélites français, influencés par les idéaux des Lumières et par les conséquences positives de la Révolution française ayant transformé les Juifs en citoyens, l'Alliance œuvra à l'amélioration du statut juridique des Juifs d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, mais ouvra surtout un immense réseau scolaire visant sur le modèle français à former, selon les mots de l'époque, une génération d'hommes aptes à toutes les fonctions de la société, des citoyens utiles faisant honneur à la religion qu'ils professent. Nous avons l'habitude à l'Alliance de dire que depuis 1860, 1 million d'enfants ont été scolarisés par les soins de l'Alliance. Ce n'est peut-être pas un chiffre exact, mais cela vous donne une idée de l'importance de ce réseau scolaire.
dont la première école ouvrit fort symboliquement au Maroc, à Tétouan, en 1862. L'Alliance, au Maroc spécifiquement, scolarisa au fil des décennies des dizaines de milliers d'enfants, leur permettant, grâce à la maîtrise du français et pour la première fois recevant une éducation occidentale, de s'élever socialement en cette période d'influence française de plus en plus marquée, encore plus évidemment après l'établissement du protectorat. D'occuper donc de meilleurs emplois, en bref, de s'occidentaliser. Néanmoins, ce phénomène contribua aussi de fait à une séparation socio-économique plus marquée entre juifs et musulmans, en tout cas dans les villes, ces derniers, les musulmans, ne bénéficiant pas aussi vite des progrès éducatifs. Toutefois, cette modernisation ne toucha pas tous les segments de la population juive marocaine, notamment au sud, où les écoles de l'Alliance ne furent créées qu'après la Seconde Guerre mondiale et ne fonctionnèrent finalement que quelques années, au mieux 10 ans, avant le départ des Juifs de ces petites communautés. La Seconde Guerre mondiale, j'aimerais y revenir un instant, car elle a occupé une position beaucoup plus importante dans l'histoire des Juifs du Maroc que ce que l'on a pu entendre ou lire ou écrire jusqu'à présent. En effet, elle fragilisa la population de cette communauté, car la défaite française en 1940, impossible pour les Juifs, et pour les Français d'ailleurs, à imaginer quelques semaines auparavant, leur porta un rude coup. Les mesures antisémites du régime de Vichy, bien qu'appliquées bien plus modérément qu'en Algérie, leur fut très difficile à vivre et provoqua une paupérisation importante et une grave remise en cause de leurs choix idéologiques. La période qui va ensuite du débarquement allié de novembre 1942 jusqu'à la fin de la guerre est extrêmement troublée pour eux, puisqu'il faut faire face à la fois aux conséquences de la période de Vichy, lutter contre les difficultés économiques alors que la crise économique au Maroc est d'une extrême importance, réagir à des tensions intercommunautaires nombreuses et à la montée du nationalisme marocain. Il est difficile pour les Juifs d'admettre leur statut alors que leur foi en la France diminue, qu'ils ont fait connaissance avec le judaïsme marocain et que le rêve sioniste se concrétise et les attire, au moins pour certains d'entre eux. Je vois donc personnellement dans cette période, la Seconde Guerre mondiale, les éléments déclencheurs du futur départ des Juifs du Maroc quelques décennies plus tard vers la France, le Canada ou Israël. Mais l'histoire des Juifs du Maroc est avant tout une histoire faite d'hommes qui chacun à leur manière ont œuvré pour leur communauté, pour la société environnante, et j'aimerais en citer 3, refaire finalement leur biographie avec vous, 3 périodes différentes qui montrent la diversité des parcours et des destinées des Juifs du Maroc. Le premier d'entre eux est un diplomate. Et de manière fort étonnante pour moi, il s'agit d'un diplomate juif marocain qui a œuvré non pas au XXe siècle ou au XIXe siècle, mais au XVIe siècle. À partir de la fin du XIIIe siècle, ainsi que l'explique Nicole Sarfati, négociateurs, interprètes, ambassadeurs et conseillers juifs se sont succédés auprès des sultans de façon presque ininterrompue. Ce phénomène constitue, explique-t-elle, une expérience socio-historique sans équivalent ailleurs. En effet, contrairement à leurs homologues des cours ibériques ou orientales, leur cursus revêt ici moins de lustre et emprunte des voies autres que celles de la médecine ou de la haute finance. Parlons donc de ce Jacob Roti, originaire d'une famille hispano-marocaine, ayant probablement fait souche en Espagne à Rota ou à Rueda, petite ville aragonaise. Son père s'est installé à Safi, et Jacob Roti est repéré par les historiens pour la première fois comme interprète pour cette ville en 1523. 13 ans plus tard, on le retrouve à Fès où il est choisi pour mener des négociations indirectes entre le sultan de Fès et Jean III, roi du Portugal, ceci avant tout dû au fait que, comme de nombreux juifs, il connaissait les différentes langues et pouvait ainsi servir de pont à la fois culturel et politique. Les négociations de paix entre ces deux ennemis s'expliquent par le fait qu'ils ont un ennemi commun, les shérifs saadiens évoluant depuis le Souss, et qui mettent en péril à la fois le sultanat de Fès et les places commerciales portugaises du Maroc méridional. Il est donc décidé d'envoyer un ambassadeur auprès de Jean III, et c'est finalement Jacob Roti qui est choisi. Après quelques mois au Portugal, il revient à Fès où cette fois-ci il sert d'interprète lors de la venue de l'ambassadeur portugais et il devient ainsi un personnage incontournable des relations entre les deux parties, malgré des aléas politiques et militaires complexes,
comprenant l'expulsion de la famille Roty de la ville d'Arzila, ainsi que d'autre part l'emprisonnement du frère de Jacob Roty, Moïse, par le tribunal portugais d'inquisition. Se crée ainsi, de manière encore balbutiante, le métier au Maroc d'agent diplomatique, chargé à la fois de représenter et d'informer le sultan, intermédiaire entre deux cours. L'évolution de carrière de Jacob Roty et de l'exploitation habile de son rôle d'intermédiaire, influent, révèle ses grands talents de diplomate qui lui permirent à la fois de remplir ses missions ainsi que d'œuvrer en faveur des communautés juives à une période particulièrement troublée entre inquisition au Portugal et difficultés politiques à Fès. Vous me permettrez de sauter un siècle et demi pour arriver au rabbin Yaakov Abensour, né en 1673. Scribe du tribunal rabbinique de Fès en 1693, à l'âge seulement de 20 ans, juge rabbinique en 1704, et puis président du tribunal rabbinique de Meknès entre 1718 et 1730. Durant cette période à Meknès, il publie notamment parmi tous ses décrets rabbiniques, toutes ses takanotes, une takana punissant les parents, envoyant en apprentissage les enfants avant l'âge de 13 ans et interdisant aux artisans de les employer, permettant ainsi aux enfants de grandir un peu plus tranquillement. De retour à Fès comme Av Beddin, président du tribunal rabbinique, il sera amené à quitter la ville pendant 2 ans pour la ville de Tétouan à cause de la famine qui règne à Fès. Il est l'auteur de multiples recueils de responsa, ayant notamment imposé que l'impôt de la communauté de Fès ne soit pas d'un montant unique, mais en fonction de la richesse de la personne, ce qui me paraît une décision extrêmement moderne pour l'époque. Auteur de nombreux textes, poésies, élégies, lettres rendant compte de la finesse de son écriture hébraïque, il est également auteur de compositions parodiques, notamment d'une parodiant le premier chapitre du livre biblique de Job, alors qu'il était en opposition avec un rabbin de Salé, qu'il comparait donc avec les mêmes termes à Job sur son tas de fumier. Ces poésies, analysées par Chaim Safrani, respectent scrupuleusement la métrique, s'influençant à la fois du modèle poétique arabe et de la romance espagnole. La plupart de ces textes sont à thématique religieuse, notamment un resté célèbre sur le port des phylactères par le jeune qui devient adulte en les mettant pour la première fois, mais également de nombreuses pièces introductives à la prière du Shabbat ou des fêtes, et vous me permettrez d'en citer un court extrait en français traduit par Chaim Safrani, utilisé encore aujourd'hui par les chanteurs juifs de musique andalouse, dans les noubas de musique arabo-andalouse, peut-être l'entendrons-nous tout à l'heure. Toi, charme et beauté, sa parure tu porteras glorieusement comme les rayons de majesté royale. Ces mystères seront une couronne d'or pur sur ta tête. Ils seront pour toi une tour puissante et un bouclier. Considère la vie à la lumière de la précieuse Torah, et tu mériteras de voir la douceur de la présence divine. Et il sera exalté le Dieu vivant à jamais, il sera sanctifié à tous les moments et les instants. Le troisième personnage que j'aimerais évoquer avec vous a également une plume absolument magnifique. Il est quasiment notre contemporain. En effet, le grand rabbin Yosef Messas, né à Meknès en 1891, descendant d'une longue lignée rabbinique. En 1924, il est appelé à Tlemcen en Algérie pour occuper la fonction de grand rabbin de la ville. Il occupe ce siège jusqu'au tout début de la Seconde Guerre mondiale, en 1940, où il revient à Meknès pour être nommé juge rabbinique. Homme de lettres, il est l'auteur de 48 ouvrages, parmi lesquels de nombreuses responsa, des commentaires bibliques et talmudiques, des textes sur la vie juive au Maroc avant le protectorat français et des recueils de poésie. C'est quelqu'un pour qui j'ai une affection toute particulière parce qu'il a compris avant l'heure ce que serait le métier d'historien. Il a ainsi décidé de compiler dans un recueil en 3 tomes toutes les lettres qu'il a envoyées au fil des ans sur plus de 60 ans, avec un but qu'il donne en introduction, faciliter aux historiens l'écriture de l'histoire des Juifs du Maroc. La jeunesse du rabbin Yosef Messas se déroule dans un pays qui n'est pas encore sous protectorat français, mais déjà très influencé par la France. Les Juifs le sont plus particulièrement, comme nous venons de le dire, avec la présence depuis plus de 50 ans de l'Alliance.
L'Alliance, d'ailleurs, a ouvert des écoles dans la plupart des villes du Maroc, mais n'arrive pas à s'implanter à Meknès, où les Juifs sont relativement plus religieux que la moyenne. Youssef Messas, nous le découvrons dans sa correspondance, a un avis mitigé sur la question. En septembre 1911, il explique que depuis que l'influence française se fait sentir, une nouvelle ère s'est ouverte avec ses côtés positifs et négatifs. Parmi les avantages, la paix civile, l'amélioration des conditions de vie, notamment pour les femmes et les enfants, et des salaires en augmentation, ceci grâce à l'Alliance. En revanche, la pratique religieuse diminue dans beaucoup de familles attirées par le monde moderne. En janvier 1914, Nahum Shlouch, grand érudit, archéologue de formation, est envoyé à Meknès par l'Alliance pour essayer d'aider l'école créée en 1910 à prospérer alors qu'elle ne recrute que fort peu d'élèves. Il est donc invité à prononcer un sermon le samedi matin à la synagogue, ce qu'il fait en hébreu à la grande satisfaction du grand rabbin Messas. Il part ainsi d'un chapitre du livre des prophètes, dans Isaïe, et cite « Le peuple qui marchait dans l'obscurité voit une grande lueur. Ceux qui habitaient une terre ténébreuse, la lumière rayonne sur eux. » Et l'interprète ainsi. Ceux qui habitent une terre ténébreuse sont les Juifs du Maroc. La lumière, c'est la France. L'impression qu'il laisse à Youssef Messas est mitigée, puisque ce dernier conclut le compte-rendu de ce discours en disant que la lumière de la France est tellement éblouissante qu'il faut la regarder avec beaucoup de prudence. Le grand rabbin Messas, en vrai chroniqueur historique avant l'heure, évoque les principaux événements influents sur la vie des Juifs. Il mentionne évidemment le Tritel de Fès en avril 1912, d'autant plus que certaines des victimes sont recueillies à Meknès. Durant son séjour à Tlemcen, dans les années 30, on le sait très préoccupé par la situation internationale et par le climat d'antisémitisme en Algérie. Ainsi, il interdit aux Juifs de se mêler aux manifestations de rue en faveur du Front populaire, ayant crainte qu'il n'y ait des répercussions trop graves sur la communauté. En revanche, en 1938, après la nuit de cristal, il fait réciter des prières dans les synagogues en faveur des Juifs allemands persécutés. Peu de mois après le début de la Seconde Guerre mondiale, comme je vous le disais, Youssef Messas retourne à Meknès. Après le débarquement allié de novembre 1942, le premier événement qui lui paraît d'importance est la venue du sultan Mohammed Ben Youssef à Meknès en mai 1943. Le deuxième jour de son séjour, le sultan reçoit les rabbins de la ville qui lui font part de leurs doléances. C'est Youssef Messas qui est chargé de rédiger une lettre en arabe qu'il lit devant le sultan. Il la publie dans son Otsar Amirtavim, dans son recueil de correspondance, à la fois en arabe et en hébreu. En voici les deux premières lignes. « De crainte d'un trop grand émoi pour parler devant notre maître, nous avons porté sur le papier notre requête et nous demandons la permission de la lire, car nous, juifs d'Imi, nous ne pouvons élever nos yeux que vers l'Éternel et notre Maître, la lumière de nos yeux. » Il enchaîne ensuite en expliquant les difficultés juridiques que rencontrent les Juifs à ce moment particulier de leur histoire et demande la libération d'un Juif qui avait été emprisonné injustement selon sa famille. Le grand rabbin Messas, profondément sioniste, d'un sionisme très spirituel, religieux, choisit finalement en 1964 de quitter le Maroc pour Israël, où il exerce pendant 10 ans les fonctions de grand rabbin de Haïfa. Il symbolise ainsi la destinée des Juifs du Maroc, traversant le XXe siècle entre enracinement dans leur terre natale, attrait pour les lumières de l'Occident, puis départ pour des contrées nouvelles. En conclusion, j'aimerais redire combien je trouve satisfaisant et heureux que de telles manifestations soient organisées, montrant la vigueur de l'historiographie sur les Juifs du Maroc et l'intérêt du public pour ce sujet. Vous êtes vraiment extrêmement nombreux à nous le prouver encore aujourd'hui. Cette historiographie n'est sûrement pas suffisante, mais il est frappant pour moi de voir qu'elle vient de différents continents et s'enrichit du fait même que les historiens qui s'y intéressent vivent dans des contrées aussi différentes que le Maroc, le Canada, la France ou Israël. Au Canada, terre d'immigration récente, les études sur l'installation des Juifs originaires du Maroc en France ou au Canada sont très importantes. En France, des publications récentes, aussi différentes soient-elles que l'histoire des relations entre Juifs et musulmans des origines à nos jours, dirigée par Benjamin Stora et le regretté Abdelwahab Medeb, ou par ailleurs, totalement différent, le livre de Georges Bensoussan, Juifs en pays arabe, le grand déracinement, montre combien le débat est vivace, passionnant et passionné.
En Israël, des historiens comme le professeur Yosef Chetrit, Yaron Tsour ou Chaim Sadoun étudient avec précision l'histoire tant politique que culturelle des Juifs du Maroc et publient des ouvrages destinés au grand public, par exemple Chaim Sadoun, auteur d'une série éducative à grand succès. Au Maroc, nous savons tous combien le travail pionnier fut important et se poursuit grâce à des historiens comme Mohamed Kenbib ou Jama Baïda, désormais directeur des Archives nationales marocaines. Combien également les formes informelles d'écriture de l'histoire, et nous pourrons y revenir dans le débat, sont nombreuses à travers films comme ceux de Kamal Ashkar sur Tinrir ou celui plus récent de Younes Lagrari. Ce que fait également le club Mimouna qui popularise l'histoire et la culture des Juifs du Maroc au Maroc, et je l'ai appris récemment, ils étaient désormais à New York pour une série de manifestations. Et bien sûr, enfin, le musée juif de Casablanca qui doit tant à son regretté fondateur Simon Lévy, qui a œuvré avec beaucoup d'autres à la préservation du patrimoine juif au Maroc. Je vous remercie. Bien. Je vais vous demander l'un et l'autre de réagir par rapport à quelques points qui vous paraissent remarquables dans vos interventions. Mais avant, je voudrais d'abord vous remercier, bien sûr, mais considérer que, étant donné que notre public n'est pas forcément un public d'historiens et de spécialistes de la question, donc que vous puissiez nous préciser de manière très simple 2 points. Le premier, c'est une préoccupation que j'ai pour ma part lorsque je m'interroge sur ces questions. Quel serait, d'après vous, l'ouvrage que vous conseilleriez à une personne qui souhaite découvrir l'histoire des Juifs du Maroc? Un seul, c'est très difficile, je le sais bien, mais si nos amis qui sont présents doivent repartir avec l'envie d'aller plus loin, quel serait l'ouvrage que vous leur conseilleriez? Monsieur Kenbib. Allons-y pour Ariel alors. Alors je vais botter en touche en bon historien en disant que parmi les plus récents, alors il y en a 2, il y a évidemment le monumental ouvrage que je citais tout d'abord dirigé par Benjamin Stora et Abdelwahab Medem, mais alors c'est peut-être une petite déception, il y a finalement moins de choses sur le Maroc sur les Juifs du Maroc évidemment que j'aurais espéré. Mais justement parmi les ouvrages les plus récents, pour moi finalement comprendre les Juifs du Maroc sans comprendre le Maroc est absolument impossible. Et donc, je citerai le livre de celui qui est absent aujourd'hui, Michel Abitbol, qui, dans son Histoire du Maroc, consacre de larges parties de chapitres, tout du moins, à l'histoire des Juifs, ce qui permet non pas de comprendre les Juifs comme s'ils étaient au milieu de la planète Mars, mais de les comprendre et effectivement dans leur globalité face à la vie au Maroc. Alors... Non, j'adhère complètement à ce qui vient d'être dit, sauf que pour l'ouvrage là qui a été coordonné par Benjamin Stora, il s'agit d'un ouvrage sur le juif et musulman de manière générale, et la part du Maroc qui est relativement réduite, à mon grand regret. Moi, je dirais que les ouvrages de Haïm Zafrani, et en particulier l'ouvrage 2000 ans de vie juive au Maroc, est accessible. Bon, il y a un certain nombre de textes et de notes infrapaginales qui sont un peu compliqués, mais de manière générale, je crois qu'il est lisible. Hein. C'est une synthèse, une synthèse en un nombre de pages relativement limité par rapport au volume qu'il a l'habitude de produire. Il y a un autre ouvrage qui va être sous presse bientôt et qui entre dans le cadre d'une collection initiée par le projet Aladdin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette association, projet Aladdin. De l'UNESCO. Exact, sous le parrainage de l'UNESCO. Et donc, il y a à peu près une dizaine ou une douzaine d'ouvrages spécifiques, les Juifs des pays musulmans. Il y a un ouvrage sur les Juifs de Turquie, sur les Juifs d'Iran, du Yémen,
d'Égypte, d'Algérie, de Tunisie, etc., et du Maroc. Et ce sont des ouvrages qui sont destinés au grand public et qui donnent donc qui sont accessibles à tout un chacun. Et c'est d'ailleurs notre ami Michel Abitbol qui assure la coordination avec Lucette Valency, la coordination scientifique de tout ce travail, donc de ces 10 ou 12 ouvrages qui normalement devraient paraître dans le courant 2015 et qui sont dès le départ conçus pour être à destination du grand public. J'espère que les ouvrages de Michel Abitbol sont présents dans la librairie en bas, hein, vous savez, dès que vous descendez. Ariel. Juste une petite réaction, parce que c'est effectivement intéressant et je me réjouis que de tels livres soient désormais publiés en français. Il avait été en fait pour la première fois à l'initiative de l'Institut Ben Tzvi à Jérusalem qui avait fait cette entreprise pour tous les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, comme je le disais, de Chaim Sadoun. Alors malheureusement, ils sont en hébreu, il faudrait les traduire en français, mais il s'agissait d'une collection extrêmement intéressante parce qu'avec la participation de grands spécialistes, sur 200 ou 300 pages extrêmement illustrées, on faisait le point sur toutes ces communautés et c'était censé adapter à un public scolaire pour que les élèves des écoles israéliennes puissent comprendre quel avait été leur passé. Donc je me réjouis qu'il y ait de telles initiatives dans d'autres langues. Monsieur Kenbib. Un petit mot à propos de la collection dont je viens de parler. Elle va paraître au départ en français, puis traduction en arabe, en turc, en anglais et en hébreu. Donc, comme on dit en arabe, les ta'mim al-fa'ida, pour généraliser le... Bien. Je vais peut-être vous poser une deuxième question. Vous avez l'un et l'autre relevé la présence séculaire des Juifs du Maroc, certes, la permanence de ces Juifs. Je voudrais que vous nous indiquiez de manière très très rapide, succincte, quels seraient quelques repères démographiques dans l'histoire. Parce qu'il me semble que l'influence d'un peuple, d'une population dans un pays est également liée à sa démographie, ou peut-être pas. Donc, on peut peut-être démarrer le débat sur ce sujet-là. Vous entendez par là les repères d'établissement des Juifs? Oui, et le nombre? Le nombre, ça c'est un peu plus compliqué. Il n'y avait pas de recensement à l'époque. Les recensements n'ont commencé qu'à l'époque du protectorat et il y avait une différence entre zone espagnole, zone française, etc. Donc c'est un peu compliqué. Hein. Donc, de manière globale, il y a un premier repère, là aussi, c'est très hypothétique, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est donc les premiers noyaux des Juifs qu'on a appelés par la suite Toshavim. Et il y a un terme qui est utilisé à leur endroit qui est beaucoup plus significatif, Beldiyin, les gens du pays. Mais le terme de Beldiyin pose problème parce qu'il désigne aussi les Juifs qui ont embrassé l'islam, notamment à Fès. Et c'était une appellation quelque peu péjorative. Beldi, c'est-à-dire pas encore tout à fait policé. Et c'est pratiquement, enfin pour dire les choses de manière directe, les Beldéines constituent un peu le noyau dur de la bourgeoisie musulmane marocaine, notamment à Fès. Et ce sont des gens parmi lesquels ont émergé, du fait des préjugés dont ils étaient l'objet, etc., ont émergé un certain nombre de grands ulémas qui ont marqué l'histoire du Maroc. Je pense en particulier à Abdeslam Gssous, qui a tenu tête à Moulay Ismaïl sur la formation d'une armée dépendant entièrement du sultan, alors que théoriquement le djihad incombe à tout le monde, et donc tout le monde doit porter des armes, et il a subi des épreuves pour ça, une sorte de mihna, comme on dit. Et je pense à deux autres alem de la Qarawin, prestigieuse université Qarawin, qui revendiquaient leur ascendance juive en dépit de tous les préjugés et qui se disaient, bon, Béni Israël, c'est le peuple des prophètes, etc. Et nous sommes fiers d'avoir cette ascendance-là. Et il y a un parallèle, il y aurait un parallèle à établir entre ces éléments-là
et un fameux personnage politique britannique du 19e siècle qui, malgré sa conversion au christianisme et au protestantisme dans le cas d'espèce, continuait à être qualifié par ses adversaires de premier Jew au lieu de premier ministre, puisqu'il est arrivé à la fonction de premier ministre, j'ai nommé Benjamin Disraeli. Donc il y a un parallèle entre ces éléments, donc Beldin, et ce personnage qui a joué un grand rôle à l'époque de Victoria, et donc c'est pratiquement lui qui l'a faite impératrice des Indes, et qui a été l'objet de critiques virulentes, notamment de la part d'un personnage, Richard Burton, violemment antisémite, et qui avait été consul à Damas, et qui a été témoin de ce qui s'est passé à Damas en 1840, donc des incidents entre juifs et chrétiens. Donc, premier... on est très bavard, hein, les historiens. Donc, le premier repère, c'est l'Antiquité, 5e siècle avant Jésus-Christ, avec un grand point d'interrogation. Deuxième repère, c'est la période des persécutions wisigothiques, donc 7e, 8e siècle. Il y a un certain nombre de Juifs qui ont fui l'Espagne, qui se sont réfugiés au Maroc. Troisième repère, c'est 1390. Là aussi, à la suite des progrès de la Reconquista, un certain nombre de Juifs ont continué à fuir la péninsule ibérique. 1492, bien sûr, c'est le grand tournant. On estime peut-être, hein, j'ai peur de dire des bêtises, mais à quelques 20 000 le nombre de Juifs qui sont établis au Maroc, donc d'origine, à partir de la péninsule ibérique. Puis il y a eu des maranes au XVIIe, XVIIIe siècle, mais ils sont arrivés individuellement, par petits groupes, contrairement à la vague précédente de 1492. Et par la suite, mais de manière très fragmentaire, hein, très difficile à évaluer, il y a un certain nombre de Juifs qui sont venus de l'Algérie voisine, qui sont établis au Maroc en mettant en avant après 1870, leur passeport français. Par la suite, disons, durant la période contemporaine, 20e siècle, on peut recenser les 11 000 à 12 000 Juifs allemands et autrichiens qui ont commencé à affluer au Maroc à partir de 1933, à partir de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Voilà un peu grosso modo. Mais les statistiques, globalement, à la fin du 19e siècle et jusqu'en 1948, il y avait à peu près 250 000 Juifs répartis, là aussi c'est un élément important, à travers quasiment tout le pays, avec des densités différentes bien sûr, et la proportion de Juifs citadins était beaucoup plus élevée que celle des Juifs ruraux qui s'installaient même dans les marges sahariennes, et ce n'est pas un hasard s'ils s'installaient dans les marges sahariennes, ça leur permettait d'être partie prenante dans le commerce transsaharien, tout au moins jusqu'en 1894, donc la prise de Tombouctou par les Français. Merci. Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Monsieur Kenbib, dans la mesure où, finalement, vous nous décrivez une population juive qui ne cesse, au fil des siècles, de trouver refuge au Maroc, donc une dimension du développement de cette vie juive au Maroc tout au long de ce siècle, et puis le XXe siècle, où il y a évidemment un processus inverse, finalement, mais qui est extrêmement brutal au sens de la période très courte dans laquelle cela s'est joué. Vous avez l'un et l'autre relevé un certain nombre de moments clés pendant ces dernières années de l'âge d'or du judaïsme marocain, quelque part. Alors je m'interroge. Vous avez relevé, par exemple, l'influence du protectorat. Vous avez également cité la Seconde Guerre mondiale comme étant le déclencheur peut-être du départ de ces Juifs du Maroc, et évidemment les guerres israélo-arabes. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là,
quels sont les facteurs clés du départ des Juifs du Maroc? Je sais que c'est la question la plus compliquée qu'on puisse poser à un historien, puisque nous parlons de l'histoire très proche, de l'histoire qui est en marche quelque part. Est-ce que vous pouvez nous donner des repères l'un et l'autre sur ce sujet? C'est très difficile de synthétiser, mais disons que globalement, on ne peut pas entrer dans les détails malheureusement, faute de temps, mais disons qu'il y a un certain nombre de mutations globales, générales, qui ont commencé à affecter les Juifs du Maroc et les communautés juives du Maroc à partir du 19e siècle déjà. C'est le résultat de l'insertion du Maroc dans le marché mondial, et la pierre angulaire de cette insertion a été le traité imposé par la Grande-Bretagne au sultan en 1856, qui a pratiquement fait exploser toutes les structures traditionnelles du pays. Donc, insertion du pays dans le marché mondial, avec toutes les mutations que génère la connexion, donc système capitaliste mondial et structure traditionnelle. Donc, il y a déjà un début de changement qui s'opère à partir de ce moment-là. Et ce changement affecte de manière plus directe un certain nombre d'activités du fait de l'importation de produits manufacturés britanniques en particulier à bas prix. Vous voyez tout de suite la conséquence au niveau de l'artisanat. Et un certain nombre de Juifs vivaient justement de l'artisanat, et donc ça les a prolétarisés à l'instar de leurs homologues, de leurs collègues musulmans dans les médias. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, si vous voulez qu'on en vienne rapidement au protectorat, c'est que le protectorat, la signification historique du protectorat, au-delà de l'exploitation coloniale, etc., c'est la modernisation forcée du Maroc. Et l'un des paradoxes de l'histoire, c'est que les Juifs ont été les facteurs de la modernité, du fait de l'alliance israélite, du fait de leur connexion avec leurs corréligionnaires en Europe, et les masses juives ont été les victimes de cette modernité. Je pense à ce que je viens de dire à l'instant à propos de l'artisanat, et je pense en particulier aussi à l'époque du protectorat, et une autre activité tout aussi importante, c'est celle du colportage, l'attar. C'est une activité qui était importante du fait de la faiblesse ou l'insignifiance de l'infrastructure de base. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de pont. Alors qui c'est qui desservait les hameaux et les douars enclavés dans les montagnes et les zones reculées? C'est le colporteur juif avec son mulet ou son âne, et il était là pour vendre de la pacotille ou d'autres produits à partir des Saouira, de Marrakech et d'autres villes, en échange de la laine, des cuirs, etc., etc. Et donc, la construction de routes, les camions, les autocars ont porté un rude coup au colportage et ont réduit au chômage cette catégorie-là. À l'arrière-plan de tout cela, puisque vous parlez des migrations en Israël, il ne faut pas oublier non plus la prière l'an prochain à Jérusalem. Donc ça, c'est quelque chose d'indiscutable. Là-dessus, c'est greffé un autre problème, c'est celui de l'appauvrissement de la masse des fellah. Les paysans, c'était les principaux clients aussi bien des colporteurs que des artisans juifs. Paupérisation du fait du prélèvement systématique ce qu'on appelait le tertib, c'est l'impôt proportionnel tel que l'avait envisagé le sultan Moulay Abdelaziz, mais ça n'a pas marché, et tel que et c'est d'ailleurs les Français qui ont saboté cette réforme-là, et tel que, disons, l'a mis en vigueur le régime du protectorat. Donc, prélèvement de l'impôt, plus confiscation des terres, vous imaginez l'état auquel a été réduite la masse des fellahs, et c'était les fellahs qui représentaient la majorité de la population, donc c'était les principaux clients, donc ça se répercute sur leurs fournisseurs, artisans ou colporteurs juifs, et donc il y a un chômage terrible qui s'installe dans les mellahs, une pauvreté effroyable, notamment dans le mellah de Marrakech, dans le mellah de Fès, dans le mellah de Meknès et ailleurs.
surtout Marrakech. Le cas le plus flagrant, c'est celui de Marrakech et dans une certaine mesure aussi celui des Saouira. Et plus, disons, pour ce qui est de l'élite, juive, notamment ces éléments qui ont été formés sur les bancs des écoles de l'Alliance israélite, il y a eu le refus de l'IOT de toute modification du statut des sujets marocains, quel qu'il soit, au nom du régime, du traité du protectorat signé avec le sultan, qui posait le principe de l'intangibilité du régime politique au Maroc. Donc, alors que ces éléments-là, je parle des élites juives, francophones, francophiles, ayant en tête le modèle de leur corréligionnaire d'Algérie avec donc le bénéfice du décret Crémieux. Donc, déception, d'une part, paupérisation des masses, d'autre part, déception des élites. Donc, ça commence déjà avant les tentatives de mise en application des lois de Vichy. Dès 1912, il y a eu toute une série de campagnes avec le soutien de l'Alliance israélite et notamment de son délégué au Maroc, Semark, pour faire bénéficier les Juifs d'une sorte de décret Crémieux, mais là aussi, l'IOT s'est opposé à cela, et les successeurs de l'IOT ont suivi la même voie parce qu'ils ont estimé que le décret Crémieux a été responsable des vagues d'antisémitisme qui ont éclaté en Algérie, notamment en Oranie à la fin du 19e siècle. Donc cela a créé des prédispositions au départ, conditions économiques, conditions culturelles et bien sûr le choc des tentatives de mise en application des lois de Vichy. Mais déjà, en 1933, l'Allemagne qui représentait le modèle d'assimilation des Juifs et donc les lois raciales donc du régime nazi plus l'arrivée de réfugiés, donc ça a fait réfléchir ces élites-là sur le modèle de l'assimilation. Donc ça a créé des prédispositions après 40 et naturellement les organisations sionistes qui se sont bien structurées à partir de 1936 avec la bénédiction de Léon Blum, président du Conseil, après le triomphe du Front populaire, et avec certaines facilités que leur accordait le résident général nommé justement par Léon Blum, Charles Noguès, qui avait d'autres chats à fouetter, si je puis dire, puisque le mouvement nationaliste commençait à se radicaliser, donc les chefs sionistes avaient les mains libres pour s'organiser, et donc a commencé à germer l'idée que on n'allait plus demander aux Juifs marocains uniquement des contributions au shekel, etc., mais également d'être partie prenante dans l'édification d'un État juif en Palestine. Et les organisations juives américaines sont intervenues en force dans le cadre notamment après 1942, après le débarquement américain. Et donc, ça a encouragé, ça a créé, ça a amplifié l'idée des départs, d'autant plus qu'encore une fois, les nationalistes musulmans se sont focalisés après 1945 et surtout après 1947 sur le duel entre le palais et la résidence et sur la priorité que représentait l'indépendance. Et donc, ils n'ont pratiquement rien fait pour dissuader leurs compatriotes juifs de partir. Bien. De manière très schématique. Hein. Merci. Je ne peux qu'abonder dans... Je ne peux qu'abonder vraiment dans le sens du professeur Kenbib, en insistant encore une fois sur un paradoxe que finalement j'ai encore du mal à comprendre, le fait que le protectorat français a constitué à la fois pour les Juifs du Maroc une apogée culturelle, sociale, mais dans le même temps une paupérisation de ces masses extrêmement importante. Et c'est vraiment un paradoxe qui explique beaucoup de choses pour la suite. Effectivement, une élite francophile dirigée par les cadres de l'Alliance a espéré un décret Crémieux de toutes ses forces, et finalement n'a perdu espoir qu'au moment, à mon avis, des lois de Vichy. On a comme ça quelques rapports qui disent que là, on ne l'a pas obtenu, on essaye encore de l'obtenir au milieu des années 30, justement dans le cadre du Front populaire de Léon Blum, mais après les lois de Vichy. Et je pense qu'à partir de 1942, c'est véritablement un monde en perpétuelle évolution que découvrent les Juifs marocains et les Marocains tout court, un monde qui fait peur en tout cas aux Juifs du Maroc, parce qu'ils ont vu notamment, ils apprennent la destruction des Juifs d'Europe
venu d'Allemagne, de ce modèle assimilationniste qu'évoquait le professeur Kenbib. Il y a eu d'autre part effectivement des aspirations spirituelles vers Jérusalem, un sionisme qui effectivement a été extrêmement important au Maroc et qui parmi tous les pays arabes, il est frappant de voir qu'au Maroc, il était d'essence véritablement spirituelle, plus que dans des pays du Moyen-Orient. Et donc ils ont fait ce choix du départ en sentant peut-être avant l'heure la mondialisation. Et puis un point que j'évoquerai non pas en tant qu'historien, mais parce que je l'ai vu dans un documentaire, celui de Younes Lagrari récemment, il expliquait notamment, des témoignages expliquaient qu'après l'indépendance, l'arabisation vis-à-vis de cette population juive, avant tout francophone et francophile, a fait beaucoup pour le départ de ceux qui imaginaient pourtant rester. J'ajoute un point concernant ces départs et la dimension spirituelle, c'est que les activistes sionistes avaient recours aux grands rabbins. C'était l'une de leurs priorités, obtenir la bénédiction des rabbins et des grands rabbins et l'utilisation des synagogues. Concernant les départs, concernant l'évaluation du devenir, une sorte de prospective du devenir des communautés juives, il y a quelqu'un qui a vu juste dès 1913, c'est un juif marocain établi à New York qui s'appelle Haïm Toledano. Dès 1913, il était président d'ailleurs de l'association des anciens élèves de l'Alliance israélite. Il a fait un discours à Tanger en disant que ceux qui se sont assurés des positions à l'abri de tout assaut peuvent se réjouir du protectorat, mais j'utilise ce terme, pour la masse des Israélites autochtones, ça va devenir de plus en plus dur et ils n'ont rien à attendre du régime du protectorat. C'est écrit en toutes lettres dans un fascicule qui a été publié en 1913 déjà. Bien, alors c'est désormais le moment de vous passer la parole. Je pense je propose, pour respecter le timing, 2 ou 3 questions de l'assistance. Madame, peut-être ici. Attendez, on vous donne un micro. Oui. Vous pouvez vous lever. Est-ce qu'à votre avis, il y a eu un rôle de Mohamed V dans le fait que les Juifs du Maroc ont subi des mesures discriminatoires de la part du régime de Vichy, mais que ça n'est pas allé jusqu'à la déportation? D'accord, alors prochaine question, et puis on répondra ensuite. Madame ? Justement, ça suit un petit peu la question que Madame a posée. Moi, elle s'adresse surtout au professeur Kenbib. Je voulais savoir si vous pouvez avoir les preuves suivantes. Moi, lorsque j'ai vécu au Maroc toute ma vie, mes parents et mes grands-parents me disaient que si les Juifs du Maroc n'avaient pas porté l'étoile, c'est parce que Mohamed V s'était opposé aux autorités de Vichy. C'est la même question. Et il avait dit, les Juifs sont mes sujets et ils ne porteront pas l'étoile. Or, aujourd'hui, cette question est contestée par certains historiens. Et j'aurais tellement voulu que ce soit vrai parce que les Juifs du Canada ont reçu le fils de Mohamed V, Hassan II, justement parce qu'ils ont rappelé ce qu'ils devaient à leur père. Et je rappelle qu'en Israël, dans plusieurs villes israéliennes, il y a des places Mohamed V. Voilà. Mais pourquoi maintenant des historiens comme Richard Abitbol renient complètement ces faits? Alors, on va poursuivre. Peut-être une question pour monsieur ici, puisque c'est... Merci. Michel Taube du magazine Opinion Internationale. J'aimerais quand même, messieurs, vous êtes historiens, vous pousser à faire un peu de prospective. Ça a été à peine évoqué par l'animateur M. Ebghi, de savoir qu'est-ce qui peut faire pencher l'avenir entre la révision de la Constitution marocaine qui affirme l'affluent hébraïque, je crois que c'est le terme, l'affluent hébraïque du Maroc, et les mouvements récents qui ont fait refluer plutôt la dimension hébraïque du Maroc. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une renaissance du judaïsme marocain à la faveur de ses richesses ancestrales, de son histoire très très riche,
ou comment vous voyez l'avenir, et quelques précisions sur la réalité de cette communauté de 4000 âmes au Maroc aujourd'hui. De quoi est-elle composée? Alors évidemment, ce n'est pas de l'histoire, mais je pense que, comme disait Brodel, l'histoire sert non seulement à connaître l'homme, mais aussi à mieux éclairer l'avenir. Alors, une dernière question avant de laisser la parole à nos intervenants. Madame, on vous l'apporte. Bonjour. Je suis marocaine musulmane. Mon papa est tangérois et est né à Tanger en 26. Il m'a toujours élevée en me parlant de l'harmonie et de la symbiose qui existait entre sa famille et toutes les familles juives qui habitaient la même ruelle à Tanger qui s'appelait Zneqat Wahed parce que juste une seule personne pouvait y passer à la fois. Je m'interroge un peu comme la personne qui a posé la question un peu plus tôt sur la situation aujourd'hui, voulant dire, peut-être le professeur Kenbib peut nous en parler, aujourd'hui des jeunes Marocains qui vont à l'école et suivent le programme de l'éducation nationale, ont-ils accès à cette même ouverture d'esprit que mon papa m'a transmis? Et je fais référence particulièrement à des commentaires qui ont été diffusés hier sur Huffington Post par des jeunes Marocains à travers une lettre ouverte au Premier ministre lui demandant de faire le point sur justement cette polyphonie d'identité marocaine et notamment cette identité juive qui doit être transmise beaucoup plus aux jeunes Marocains à travers l'éducation nationale. Pourriez-vous nous en parler? Merci. Merci. Alors, on laisse la parole au professeur Kenbib. Donc, concernant le rôle de Mohamed V, d'abord pour ce qui est de l'étoile, personnellement, pratiquement 40 ans de recherche sur le judaïsme marocain, dont aucune archive, aucun document d'archive, français, britannique, américain, je n'ai rencontré de correspondance officielle relative à l'étoile. Ça, je ne sais pas quelle est l'origine de ce qui a été propagé à propos de l'étoile jaune. Donc officiellement, dans les documents d'archives, et personnellement je donne la priorité aux archives officielles, je n'ai jamais rencontré, disons, de référence à l'étoile. Alors, pour ce qui est encore une fois du rôle de Mohamed V, on ne disait pas Mohamed V à l'époque, Sidi Mohamed bin Youssef, le sultan Sidi Mohamed bin Youssef. Il ne prend le nom de Mohamed V qu'en 1957. Donc, c'est un rôle qui a été... Bon, il faut d'abord expliquer qu'il a effectivement signé un certain nombre de daïrs, de décrets royaux sultaniens, inspirés du statut de Vichy, des statuts des Juifs, élaborés par Vichy. Mais c'est des daïrs qui ont été élaborés par la résidence générale. Et d'après le traité de Fès, c'est la résidence générale qui a l'initiative des lois. Le sultan n'a que la signature. Et donc c'est la résidence qui élabore. Et elle soumet au sultan et elle promulgue. C'est elle qui met en œuvre, et il faut comprendre comment ça fonctionnait à l'époque. Le sultan, son rôle se limitait à avaliser. Et le rapport de force, à l'époque, c'était la réalité du pouvoir. À l'époque, ce n'était pas le sultan, c'était la résidence générale. Et souvenez-vous de ce qui s'est passé en 1930. Il a signé un daïr beaucoup plus grave pour sa légitimité que les lois de Vichy, inspirées de Vichy. C'est le fameux daïr berbère, c'est l'origine du mouvement nationaliste. C'est à partir de 1930 que les nationalistes se sont manifestés en disant que c'était une violation du traité de Fès et un prélude à la christianisation des berbères, etc. etc. On n'a pas le temps d'entrer dans les livres. Alors, le sultan donc, a signé, mais d'un point de vue pratique, il a essayé d'encourager les autorités marocaines, les pachas et les caïds,
à ne pas mettre en application ces dispositions-là. Et d'ailleurs, les notables juifs étaient en contact direct avec les qaïds, les pachas, etc., sauf un certain nombre de pachas qui ont fait du zèle. Et parmi ces pachas, le pacha de Marrakech, qui se disait proche des juifs, mais n'empêche que vis-à-vis des musulmans, il a essayé de faire du populisme à la faveur de ces daïrs, en empêchant par exemple, c'est le cas aussi du pacha de Salé, en empêchant les juifs d'utiliser des femmes de ménage musulmanes, entre autres. Et donc, dans la pratique, il y a eu le sultan est intervenu à ce niveau-là, à la fois en tant que chef spirituel responsable du respect de la dhimma, c'est-à-dire la protection des juifs, et parce que justement des délégations de juifs de toutes les provinces sont venues au palais lui rappeler leur statut de dhimmi et l'obligation qu'il avait de les protéger. Ça, c'est dans les archives du Quai d'Orsay, on a plein de correspondances là-dessus. Et puis, il y a un autre facteur, c'est qu'il a tenu compte d'un paramètre, si on peut dire, extrêmement important, c'est le facteur qu'on pourrait appeler le facteur américain. De quoi s'agit-il? Weygand, le général Weygand, représentant Vichy, et le représentant personnel du président Roosevelt en Afrique du Nord, Robert Murphy, ont signé un accord au terme duquel les États-Unis promettaient d'approvisionner l'Afrique du Nord en produits de première nécessité, à condition que ces produits ne soient pas exportés vers la France ou vers l'Allemagne. Et pour contrôler qu'effectivement les produits étaient consommés sur place, on a envoyé un certain nombre d'agents qu'on a appelés vice-consuls, mais en fait c'était des agents de renseignement, pour recueillir donc ce que pensait la population de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste et préparer un éventuel débarquement américain ou allié sur les côtes marocaines. Et ces agents étaient en contact avec les notables musulmans et avec le sultan lui-même. Et donc, le sultan se doutait bien qu'un jour ou l'autre, les alliés allaient débarquer. Et pour lui, le fait de se distancier un peu de la résidence générale sur ce plan-là, il était parfaitement au courant de l'effondrement de la France en juin 1940. Donc, le rapport de force, il se doutait bien de l'émergence d'un rapport de force nouveau. C'était peut-être avant même 1947 le discours de Tanger, où il a fait état de son aspiration à l'indépendance. En 1940 déjà, on peut estimer que c'était son premier pas de distanciation, si on peut appeler les choses comme ça, par rapport aux Français. Et donc, et après 1942, ça a été très clair, il a refusé de suivre Noguès qui le pressait de se retirer à Fès alors que les Américains débarquaient et que Noguès avait donné l'ordre aux troupes, aux troupes françaises de résister à ce qu'il appelait l'agression des anglo-saxons. Donc le rôle de Mohamed Ben Youssef a été déterminant à cette époque-là, entre 1940 et 1942, puisque immédiatement après 1942, en 1942, novembre 1942, il y a eu l'arrivée des Américains et donc la présence de Vichy, c'était fini. Ce rôle a été effectivement absolument déterminant. Ce que vous notez à propos des autorités marocaines est également très intéressant pour les fonctionnaires français du protectorat qui font preuve aussi pour beaucoup d'une certaine retenue. Et puis, désolé d'enfoncer des portes ouvertes, mais pour tout ce qui est des questions autour de l'étoile jaune ou de la déportation des Juifs, alors le rôle du sultan a été évident, il est inutile de revenir là-dessus, mais avant tout, c'est le débarquement anglo-américain qui a sauvé les Juifs. Et puis, de toute manière, dans toute l'histoire de la Shoah, il n'est question d'étoile jaune ou de déportation que dans des zones où les Allemands ont envahi. Ce qui n'a pas été le cas, fort heureusement, pour le Maroc et pour l'Algérie. Et c'est finalement ça le point le plus important, c'est qu'il n'a jamais été question de déportation ni au Maroc ni en Algérie, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'Allemands. Pour la Tunisie, qui est occupée 6 mois, cela va être tout de suite beaucoup plus dramatique et différent. Alors, j'ajouterai un point, si vous permettez, c'est que concernant ces éléments de la résidence générale qui sont montrés, disons, compréhensifs à l'égard des réfugiés notamment, et qui ont permis à une représentante, une avocate
Hélène Cazès Benatar. Elle était à la fois d'origine, je crois qu'elle était casablancaise et tétouanaise en même temps. Et donc, elle était représentante de la Women International Zionist Organization, l'organisation sioniste mondiale des femmes, de se mouvoir aisément. Elle n'avait aucun problème de carburant ni rien du tout. Et puis, ces éléments de la résidence générale, il faut peut-être rappeler une chose, c'est que Noguès lui-même, le résident général lui-même, n'était pas très très chaud pour l'application stricte des lois du Vichy. Et on lui a envoyé à plusieurs reprises Xavier Vallat, le fameux commissaire, pour le presser de, disons, respecter les instructions du maréchal et du régime de Vichy. Il a pris cette attitude-là parce que pour lui, enfin le raisonnement est très simple, j'essaie de le synthétiser, c'est que les Juifs sont anglophiles, donc partisans de l'Angleterre, partisans du général de Gaulle, et donc si on les pousse trop, ils risquent de pousser leurs amis musulmans à se révolter contre la France et à mettre fin au régime du protectorat. Et Noguès a accepté de suivre Pétain parce que dans l'armistice, il y avait une clause, c'est celle de la non-intervention de l'Allemagne dans les colonies et protectorats français, notamment au Maroc. Pour lui, et d'ailleurs, De Gaulle avait incité Noguès à prendre le commandement de la résistance. Est-ce qu'il parlait sérieusement ou c'était juste pour que Noguès se rallie à lui? Le fait est que dans les archives, donc, il y a cette invitation de Gaulle à Noguès pour prendre le commandement de la résistance. Donc, il y a ce calcul, les Juifs anglophiles, influents et risquant de pousser les musulmans à la révolte, ce n'était pas le moment. Et puis, un élément peut-être d'ordre subjectif qui reste à vérifier, c'est que l'épouse du dit Noguès était d'ascendance juive. Dans quelle mesure son épouse l'a poussé à lever le pied? Ça, il n'y a pas de preuve concrète. D'accord. Alors, pour peut-être une réponse à la dernière question sur les perspectives et finalement la vision actuelle des Marocains pour leurs coreligionnaires, non pas coreligionnaires, mais pour leurs concitoyens du Maroc ou d'ailleurs, puisque la grande majorité des Juifs originaires du Maroc ont quitté le Maroc désormais. Quelques mots peut-être? En général, en histoire, on ne fait pas de prospective. Hein. On étudie le passé sur la base d'archives, de témoignages, de tout ce que vous voulez, mais les spéculations quant à l'avenir, bon, c'est gambling. C'est extrêmement, surtout que c'est filmé. Hein. Extrêmement dangereux. Non, mais quelles seraient objectivement, disons, les chances pour faire pencher la balance dans le sens où on l'espère? C'est d'abord d'avoir foi en l'avenir, de lutter pour davantage de démocratie, un état de droit qui fasse respecter les droits et obligations de tout le monde. Et il faut espérer aussi qu'il y ait l'amorce d'un véritable processus de paix au Moyen-Orient. Ça, c'est peut-être la clé. Hein. Un dernier mot pour Ariel Danan. Alors, moi non plus, malheureusement. J'espérais que le professeur Kenbib en aurait peut-être une, mais visiblement, tous les deux, nous n'avons pas de boule de cristal, donc nous n'y arriverons pas. Ce qui peut nous laisser optimistes, c'est que de toute manière, l'histoire des migrations juives a suivi des parcours tout à fait inattendus. Qui aurait dit qu'un jour, il y aurait de nouveau des Juifs à la fois en Espagne, en Allemagne, aujourd'hui avec une communauté florissante. Donc, il ne faut surtout pas préjuger de l'avenir et espérer effectivement que l'élan démocratique au Maroc se poursuivra, aussi pour ceux qui, tout simplement, les 4000 Juifs qui vivent aujourd'hui au Maroc sans trop de difficultés. Alors, Monsieur Kenbib, on n'a pas encore terminé. Un dernier mot de Monsieur Kenbib et puis j'ai une petite communication à vous faire juste après, avant de vous libérer. Un dernier mot pour répondre à notre amie tangéroise qui a posé la question, enfin, qui a donné un témoignage et posé la question sur le devenir. Tanger, bien sûr, c'est une ville cosmopolite et donc la cohabitation entre les uns et les autres ne posait absolument pas de problème. Ça ne posait pas de problème non plus dans d'autres villes, hein, la Médina de Fès, le Mellah de Fès, etc.
Et pour ce qui est d'aujourd'hui et de l'avenir, on a un ministre de l'Éducation nationale tangérois, lui aussi, c'est M. Rachid Belmokhtar, et il a à cœur justement de réformer les programmes, d'introduire des réformes dans le programme, dans le sens d'une mise en évidence du passé des communautés juives au Maroc et de la cohabitation judéo-musulmane, et donc d'abonder dans le sens de ce qui est de nature à favoriser une meilleure compréhension. Voilà. Merci. Alors, je voudrais vous communiquer et vous rappeler qu'à 17h, il y a un grand concert de musique judéo-marocaine, Garnati de Rabat, avec Haj Ahmed Piro, Bahaï Ronda et Michel Habitant. Donc pour les amateurs, n'hésitez pas. Et à 20h30, la projection du film Adieu mère, du film de Mohamed Ismail, qui relate l'histoire de deux familles, l'une juive, l'autre musulmane, dans les années 60 au Maroc. Donc la journée du judaïsme marocain se poursuit et je vous remercie à tous. Merci beaucoup.